Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir ce soir pour une soirée peut-être sur un thème effectivement un peu différent de ceux qui sont traités habituellement, puisqu'il s'agit de parler de l'intelligence artificielle. Donc, un terme qui à la fois apparaît régulièrement dans la presse, donc tout le monde en a entendu parler. En même temps, là, j'étais sur le campus biotech pour un dialogue entre les scientifiques et les diplomates de la Genève internationale. Et on se rend compte que parmi nos gouvernants, tout le monde ne sait pas forcément bien ce que c'est. Donc, si on ne sait pas bien ce que c'est à titre personnel, on va dire qu'on n'est pas tout seul. Donc, c'est bon de le savoir. En même temps, ça fait partie de ces technologies qui sont petit à petit en train de transformer notre monde, nos existences, peut-être même sans qu'on s'en aperçoive, sans même qu'on ait l'impression de les utiliser. Et c'est pour ça que c'est bon de se faire un peu une idée, non seulement de ce qu'elles sont, mais aussi de l'impact qu'elles peuvent avoir. Voilà. Et donc là, je remercie déjà Marius, qui est effectivement un complice depuis un certain temps sur ces projets-là, donc qui a raison de se présenter, qui est donc à la fois chercheur donc aux Pays-Bas, donc originaire de Roumanie, ayant fait sa thèse à Strasbourg, donc quelqu'un d'assez international et qui travaille ces questions-là du point de vue de l'angle de la théologie, mais avec aussi pas mal de compétences en philosophie et en anthropologie. Donc en quelques mots, peut-être juste vous redire un peu qui nous sommes. Donc en fait, il y a quelques années, le précédent maître de l'ordre avait demandé que l'ordre se dote d'une entité qui travaillerait, d'un réseau de chercheurs qui travaillerait sur l'impact des technologies sur l'humain et la société. Parce qu'il voyait bien que ces technologies, elles bousculent la doctrine sociale de l'Église, elles bousculent notre éthique ou la façon dont nous, on envisage l'éthique, elle bouscule aussi même notre anthropologie. À un moment, la façon dont on est humain et se trouve un peu challengée par ces technologies. Et donc, on a créé un réseau qui s'appelle Optique, comme ordre des prêcheurs pour les technologies, l'innovation et la communication, qui est un réseau international qui rassemble un certain nombre de membres de l'ordre, mais aussi beaucoup de gens qui n'en sont pas membres, y compris d'ailleurs des gens qui sont en dehors de notre Église, et pour être à la fois comme un lieu de réflexion pour notre Église, pour mieux comprendre les enjeux et les partager en interne, et aussi pour être un peu une voix de l'Église. Et donc, il se trouve qu'on travaille avec le Saint-Siège sur un certain nombre de sujets pour que l'Église ait aussi une réflexion propre et une voix dans la présentation, un peu la compréhension de ces technologies. Voilà, parce que malheureusement, si on n'est pas, si on ne fait pas partie du débat assez tôt, à un moment, les choses se mettent en place. Après, on peut toujours faire une manifestation en disant que c'est pas bien, qu'on n'est pas d'accord, etc. Mais c'est trop tard depuis très, très longtemps. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler avec les acteurs de ces technologies en fait, de façon interdisciplinaire. Donc, il y a à la fois des chercheurs du monde des sciences humaines, il y a des acteurs des technologies, des acteurs des politiques publiques, donc en l'occurrence comme ceux qu'on a rencontrés avec Menehould, qui est avec moi, donc qui travaille au sein du réseau à Paris également, et qui était à la rencontre. Et puis voilà, on essaie ensemble de travailler sur des sujets, mais qui sont, alors tous ne vont pas forcément vous parler, mais ça va de toutes les problématiques de sécurité, d'antiterrorisme, de guerre, etc., où la technologie est très présente. Comment assurer notre sécurité sans mettre en péril notre vie privée, par exemple, sans vouloir tout savoir sur nos données. Ça va de l'économie de l'attention, tout le travail, tout ce qui se passe sur les réseaux, la façon, et là on en parlera, dont les algorithmes sur ces réseaux captent nos données, les utilisent, et quelqu'un avait l'habitude de dire que si on n'est pas le client, c'est-à-dire si on ne paye pas, on est le produit que l'on vend. Donc en fait, à un moment, nos données sont revendues et effectivement, bah, tout ça, ça a un impact et il faut réfléchir à tout ça. Donc voilà, donc l'idée de ce réseau, c'est de travailler sur ces questions-là avec les acteurs et de partager ainsi, comme on le fait ce soir, les travaux. Et alors, on a voulu plus particulièrement intervenir autour de la question de l'intelligence artificielle pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est, peut-être vous ne le savez pas, mais une technologie qui est extrêmement puissante, donc en fait qu'on retrouve à peu près partout, qui est, on dirait, elle est assez transverse. C'est pas seulement dans un secteur d'activité, mais sur les réseaux sociaux, il y en a. Si vous prenez les transports en commun, souvent ils sont régulés par les mêmes types d'algorithmes. À Paris, les métros automatiques, il y a de l'intelligence artificielle. Si vous commandez un Uber, vous voyez une voiture qu'on commande à partir d'une plateforme, ou même maintenant les radiotaxis, eh ben, il y a des algorithmes qui travaillent là-dessus, qui vont contribuer à réguler tout ça. Et en fait, sans s'en apercevoir, on est déjà tous utilisateurs de l'intelligence artificielle.
Et le problème, c'est que moins on le sait et moins on est en situation d'en tirer parti et plus on peut se laisser un peu embarquer. Et alors, au-delà, cela dit, ça présente, cette intelligence artificielle, elle présente beaucoup comment dire, de bons côtés. En fait, elle permet de faire beaucoup de choses. Et elle est extrêmement puissante et ça peut être très bénéfique pour la société. Donc, nous, le principe, c'est qu'au sein du réseau optique, on est plutôt technophile. Hein. On va plutôt considérer que ces technologies, elles vont dans le bon sens à partir du moment où on sait les canaliser, où on sait les guider un peu, mettre un peu des garde-fous. Et donc, c'est un peu à ça qu'on travaille. Et donc, mais en même temps, si vous utilisez de l'intelligence artificielle sans vous en apercevoir, c'est aussi parce que c'est une technologie qui est largement transparente. En fait, elle est un peu en toile de fond, elle tourne, on ne le sait pas forcément, et c'est comme ça qu'on se trouve utilisateur, entre guillemets, un peu à son corps défendant. Donc voilà, l'idée, c'est d'éclairer un petit peu tout ça, non seulement sur les usages eux-mêmes. Alors, il faut débugger rapidement l'intelligence artificielle. On est bien d'accord, ça n'est pas intelligent au sens humain. Non, mais ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. En disant, oui, mais on appelle ça intelligence artificielle. On est d'accord. Tous les experts, tous ceux qui travaillent là-dedans le disent. C'est un abus de langage et c'est le seul vocable qu'on a trouvé pour parler de tout un groupe de technologies qui, au départ, c'est vrai, dans les années 50, avaient peut-être en tête de copier le cerveau humain avant qu'on s'aperçoive à quel point c'était compliqué, mais qui maintenant, on va dire, sont plutôt des technologies d'informatique qui nous aident, on va dire, à la fois anticiper des choses, comprendre des choses, etc., trier, analyser, etc. Donc voilà. Et en fait, ce sur quoi on voulait se focaliser ce soir avec Marius, c'est sur l'impact un peu anthropologique et humain. Parce qu'en fait, être humain à l'âge de l'intelligence artificielle, en fait, ça nous change. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit à mesure qu'on travaille sur ces technologies que les technologies sont des produits de la société aux deux sens du génitif. C'est-à-dire que d'un côté, elles sont produites par la société. Donc, collectivement, nous produisons, même si ce n'est pas nous personnellement, des technologies qui vont nous ressembler. Donc, si on est dans un pays plutôt démocratique, elles seront peut-être démocratiques. Si dans un pays autocratique, elles seront plus autocratiques. Elles peuvent être belliqueuses, elles peuvent être pour le bien commun, etc. Donc, on produit des technologies et en retour, à mesure qu'on les utilise, ces technologies, elles nous façonnent, elles nous transforment. Et on voit bien, si vous avez des enfants, des petits-enfants qui sont constamment rivés, comme c'est mon cas, sur leur tablette ou sur leur téléphone, qu'en fait, au bout d'un moment, ça change la façon de penser, ça change l'attention, ça change les relations sociales. En fait, ça change la façon dont on se rencontre. Par exemple, plein de gens ont rencontré leurs petits copains ou leurs petites copines sur les réseaux sociaux ou sur un réseau dédié. Tout ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas fait il y a ne serait-ce que 10 ans, quoi, 10, 15 ans. Et donc, en fait, l'idée, c'est de comprendre aujourd'hui comment cette technologie nous transforme, parce qu'à partir du moment où on le comprend, on peut plus facilement le maîtriser et on peut plus facilement décider dans quelle mesure on a envie ou pas de se laisser transformer. Donc voilà, Marius est un expert, mais je vais te laisser présenter tes travaux de thèse en quelques mots et te présenter, parce que c'est quelqu'un qui a déjà longuement travaillé sur ce sujet-là et qui représente aujourd'hui un groupe de travail qu'on avait monté un peu plus large, qui présente ses travaux. Donc, on les a présentés déjà un peu en avant-première à Paris. On vous le présente aussi ici en avant-première et on aura l'occasion de diffuser au Saint-Siège, en fait, les travaux de façon officielle sous forme d'une publication que nous allons coproduire et co-publier avec le Saint-Siège, donc avec le Vatican. Donc voilà en quelques mots, sans plus tarder, Marius, je te passe la parole et je te remercie beaucoup dès à présent pour ta contribution. Bonsoir tout le monde. Je ne vois personne, je vois juste l'écran de mon ordinateur et mon image. Je vous remercie pour l'invitation. De début, je dois dire que, le travail de ce soir est une collaboration homme-machine parce que le français n'est pas mon point fort. Même si j'ai fait la thèse à Strasbourg, je suis plutôt anglophone et ma thèse a été en anglais. Donc, j'ai toujours besoin d'utiliser les outils informatiques de traduction automatique entre anglais et français. Après ça, je peux corriger un petit peu, mais ça devient chaque jour, l'algorithme devient meilleur.
Donc, si mon français sonne un peu bizarre, c'est pour ça, parce que c'est une traduction d'un texte que j'ai écrit en anglais. Il y a beaucoup de sujets quand nous parlons des défis de l'intelligence artificielle, mais ce soir, je veux vous parler des défis plus subtils parce qu'on sait tout le monde que la dépendance de la technologie, c'est pas bon, qu'il y a beaucoup de défis éthiques et tout ça. Mais je crois qu'il existe aussi des défis plus subtils que pas trop de monde parle sur ce sujet-ci. Et c'est ça que je voudrais vous introduire. Donc, que signifie être plus humaine à l'ère de l'intelligence artificielle? Plus humaine, oui. C'est quelque chose que nous n'avons commencé à réfléchir que récemment, car c'est quelque chose de plus ou moins évident. Il est peut-être plus facile de pointer vers les choses qui nous rendent moins humaines. Et pendant la plus grande partie de notre histoire intellectuelle, nous avons facilement assimilé tout ce que nous avions en commun avec les animaux comme le côté moins humain de nous. Il n'est pas humain de se laisser être gouverné par les instincts, parce que c'est ce que font les animaux. Au lieu de cela, les humains sont dotés de l'intelligence et de raison. Nous sommes l'animal rationnel, comme le disait Aristote, et pouvons ainsi transcender les pulsions du corps et vivre une vie supérieure. Cependant, l'essor de l'IA, l'intelligence artificielle, qui semble également être intelligent, remet en question cette définition de l'être humain. Bon nombre des capacités que nous distinguent des animaux sont facilement acquises par les ordinateurs. Au fur et à mesure que l'IA devient capable de faire de plus en plus des choses qui étaient autrefois considérées comme uniquement humaines, nous pouvons recommencer à nous demander qu'est-ce qui nous rend humains. J'ai beaucoup réfléchi à cette question, notamment d'un point de vue théologique, qui implique de réfléchir à ce qui rend l'humain à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la meilleure réponse à cette question semble tourner autour de notre relationnalité. Ce n'est pas nécessairement notre intelligence qui nous rend spécieux et à l'image de Dieu, mais plutôt les relations personnelles, authentiques que nous développons avec Dieu et avec les autres personnes. C'est dans les relations que notre humanité se manifeste principalement, et ce n'est que par des relations d'amour que nous devenons vraiment humains et ce que nous grandissons dans notre humanité. Donc pour moi, c'est ça la clé d'évaluer qu'est-ce que signifie être humain à l'âge de l'IA. La question de l'intelligence artificielle devient donc de savoir si elle peut nous aider à avoir des relations plus authentiques ou au contraire, si elle réduit la qualité de nos relations, diminuant ainsi notre humanité. Il y a une chose que je voudrais clarifier avant de plonger dans le sujet. Nous parlons inévitablement d'IA dans une terminologie anthropomorphique. L'IA apprend, parle, crée, décide, calcule, etc. Nous utilisons ces termes faute de meilleurs, mais je tiens à préciser que ces algorithmes ne sont pas quelqu'un. Ils manquent dans l'esprit et des intentions. Que ce soit toujours le cas est une question fascinante, mais pour l'instant, les algorithmes d'IA ne sont que des outils, toujours entre les mains d'autres personnes. Je dis cela parce qu'il y a aujourd'hui un courant d'attendre les gens fuir leurs responsabilités en disant que l'algorithme a décidé de cette façon. Par exemple, au Royaume-Uni, lorsqu'ils ont commencé à utiliser un logiciel d'IA pour répartir les étudiants entre les établissements d'enseignement et que cela a mal tourné, c'était très facile de blâmer les algorithmes. Ce n'est jamais l'algorithme. Il y a toujours des gens derrière les algorithmes, généralement des grandes entreprises, et tout ce que font ces programmes est une conséquence de la façon dont ils ont conçu et des données utilisées pour leur formation.
Cela ne veut pas dire que tout chez eux est intentionnel, car parfois les gens ne sont pas méchants, ils font juste des erreurs. Mais chaque fois qu'un programme d'IA décide quelque chose, il y a toujours un élément humain qui est planté profondément dans le mécanisme, que ce soit intentionnellement ou pas. Le terme intelligence artificielle ne doit jamais masquer les personnes qui l'ont construite ou celles qui doivent être en tirer profit. En ce qui concerne les questions de ce qui nous rend humains et comment pouvons-nous préserver ou améliorer cela à l'ère de l'IA, l'informatique ne peut pas et ne doit pas fournir la réponse, car elle est mal équipée pour le faire. C'est pourquoi nous avons besoin que cette discussion soit la plus large possible. Et nous voulons qu'elle inclue surtout les disciplines qui ont passé des siècles à réfléchir à de telles questions comme la philosophie et la théologie. Et c'est ça que c'est une des missions de l'optique. La tradition chrétienne a beaucoup lutté avec la question anthropologique et pour cette raison, elle pourrait avoir des choses intéressantes à apporter au débat mondial sur l'IA. Comme indiqué précédemment, les relations sont au cœur de ce qui signifie être humain. Nous existons pour donner et recevoir de l'amour et nous ne pouvons nous épanouir que dans les relations. Sans les relations, nos esprits ne se développent jamais à leur plein potentiel et nos corps s'atteignent littéralement et meurent. Au Moyen Âge, un empereur du Saint-Empire romain a fait une expérience cruelle avec un groupe d'enfants. Il les a privés de toute forme de communication verbale, dans l'espoir qu'ils se mettent à parler la langue du ciel. L'expérience s'est terminée par le fait que les enfants ne pouvaient pas parler aucune langue et privés des expressions génétiques saines qui ne se déclenchent que dans la relation, ils sont tous morts prématurément. Donc, une tragédie. L'IA améliorera-t-il ou appauvrit-elle nos relations? C'est une question très complexe. D'un part, il existe des cas évidents où des robots ou des chatbots pourraient servir de partenaires de conversation pour les personnes seules ou qui ont des besoins particuliers. Les personnes âgées qui n'ont personne dans leur vie pourraient exercer leurs compétences relationnelles avec des substituts de l'IA. Cela ne devrait pas être une solution définitive, mais dans certains cas, c'est mieux que rien. La mère d'un enfant autiste a signalé une amélioration significative du comportement du garçon en raison de son interaction avec Siri. Siri, c'est le chatbot de iPhone, le Smart Assistant. Son fils était obsédé par différents ensembles de faits et avait la tendance à poser à plusieurs reprises des questions à leur sujet. Et la mère était incapable de répondre à tout et se laissait parfois de flot en cessant des questions. Mais Siri, le programme, s'est avéré être une aubaine, étant capable de répondre à toutes les questions du garçon d'une manière prévisible, gentille et courtoise, et l'encourageant à s'engager dans des allers-retours conversationnels dans le processus. Ceci, à son tour, semblait avoir des avantages pour les interactions entre la mère et le fils. Un avenir où nos enfants sont éduqués par Siri ou Alexa semble certainement dystopique, mais il pourrait y avoir des cas où l'IA pourrait être utile. En dehors des cas où l'IA devient elle-même un partenaire relationnel, il existe des manières plus subtiles par lesquelles les algorithmes influencent déjà nos relations avec les autres humains, avec Dieu et avec nous-mêmes. Par exemple, en externalisant de nombreuses tâches fastidieuses que nous ne voulons pas confier aux machines. Cela a des avantages évidents, comme nous faciliter la vie, mais il y a aussi des inconvénients. L'un des plus importants est l'atrophie de notre capacité à faire ces choses. Si je ne vais jamais nulle part
sans suivre Google Maps, avec le temps, mes capacités d'orientation se détérioreront. La même chose peut être vraie de notre capacité à prendre des décisions ou des jugements moraux. Cette préoccupation concerne à la fois l'individu et la société dans son ensemble. Individuellement, il peut sembler innocent de laisser l'algorithme choisir pour nous la chanson ou le film suivant dans la playlist. Mais les choses se compliquent très vite lorsqu'il s'agit d'aspects de notre vie où il y a plus en jeu, comme nos choix de carrière, nos vies amoureuses ou des décisions liées aux peines judiciaires ou à l'embauche. Encore une fois, ce sont des questions difficiles car les algorithmes prennent souvent des meilleures décisions que les humains. Il existe un exemple célèbre en Israël où une étude de procès judiciaire a montré que le meilleur prédicteur de la sévérité de la peine d'un juge était le temps qui s'était écoulé depuis le dernier repas du juge. Les juges ont commencé très indulgents le matin, puis ils sont devenus progressivement plus durs jusqu'au déjeuner et l'après-midi. La même tendance se répétait. Ceci est utilisé comme un argument selon lequel les machines sont moins biaisées que les humains, car elles n'ont jamais faim. Je ne suis pas entièrement d'accord avec l'argument, mais je conviens que la discussion sur l'éthique de l'IA est plus complexe que nous le souhaitons parfois. Sur le plan éthique, il devrait toujours y avoir des humains impliqués lorsque de grandes décisions sont prises concernant la vie d'autres humains. Et le droit de faire appel à une humaine devrait toujours être disponible. D'un point de vue spécifiquement théologique, il y a un problème à déléguer des décisions importantes à des machines. Et c'est lié à la responsabilité humaine. La notion judéo-chrétienne d'être à l'image de Dieu est à la fois un privilège et un devoir, ce qui signifie que nous sommes investis de la responsabilité ultime de la création de Dieu. Si nous pouvons exploiter la puissance de calcul des algorithmes pour prendre des meilleures décisions pour toutes les créatures, alors c'est certainement quelque chose de béni et peut être même un impératif moral. Mais un abandon total de nos responsabilités envers l'IA, comme dans l'utopie populaire d'une super-intelligence artificielle qui pourrait gouverner le monde mieux que nous, semble théologiquement problématique. Il est probable que la plupart des gens, si on leur demandait, auraient une forte préférence pour rester en charge des grandes décisions, à la fois individuellement, en ce qui concerne leur propre vie, et collectivement en tant qu'espèce. Nous semblons avoir ce désir d'autonomie et d'autodétermination très profondément ancré en nous, ce qui n'est pas du tout surprenant d'un point de vue chrétien, compte tenu de la doctrine de l'image de Dieu. Il est donc important que les humains doivent pouvoir rester maîtres des choses qui sont importantes pour eux, quitte à prendre parfois des décisions sous-optimales, pires que celles qu'aurait prises l'IA. En effet, le scénario inverse, où l'IA décide de manière paternaliste à notre place parce qu'elle sait qui est le mieux pour nous, est une dangereuse pente glissante conduisant à la dystopie. Il y a des voix qui prophétisent allègrement un monde futur où des robots dont l'intelligence dépasse la nôtre se chargeront de tout le travail, de la recherche et de l'exploration, tout en nous fournissant les ressources et les divertissements nécessaires pour satisfaire nos besoins. Ils nous traiteront de la même manière que nous traitons nos animaux de compagnie. Cependant, pour les raisons évoquées ci-dessus, il est naïf et dangereux de croire que les gens se contenteront d'une telle vie. De telles prédictions trahissent une profonde incompréhension de la nature humaine et de la façon dont les humains s'épanouissent.
S'il est vrai que nous apprécions tant notre liberté de choix et notre autonomie, même avec ou précisément à cause de tous les risques inhérents, alors nous devrions concevoir des technologies qui améliorent ou du moins préservent notre agence. Théologiquement, il y a plus de choses à dire sur toutes les façons dont l'IA nous facilitera la vie. Il y a de bonnes choses évidentes. Si nous pouvons utiliser l'IA dans la recherche médicale pour aider à soulager la souffrance, c'est certainement une chose bénie. De même, si l'IA peut nous aider à prendre de meilleures décisions globales, ce qui profitera aux pauvres et aux personnes vulnérables, c'est quelque chose que nous devrions poursuivre, sans doute. Mais si l'IA est utilisée pour rendre les choses trop faciles, cela pourrait affecter notre relation avec Dieu en subvertisant la pédagogie divine de l'histoire du salut. Nous devons être conscients de notre dépendance. Nous devons apprendre les valeurs de patience et de confiance dans notre relation avec Dieu. S'il y a répondre à tous nos besoins, nous pourrions perdre quelque chose par rapport au processus long et douloureux par lequel la vertu est cultivée. Lors de l'évaluation des implications de l'IA, nous, les chrétiens, opérons avec une vision de la personne humaine qui s'attend dans le temps au-delà de l'horizon de la mort physique. Nous n'évaluons pas la technologie uniquement en fonction de la manière dont elles peuvent nous aider dans cette vie et dans les tâches banales. Pour les chrétiens, il y a toujours cette double dimension du fini et de l'éternel. Même les choses les plus insignifiantes acquièrent une signification spirituelle lorsqu'elles sont considérées d'un point de vue religieux. Cela signifie que nous pouvons avoir des technologies qui sont bonnes à court terme, nous pouvons avoir des technologies qui aident, mais préjudiciables à la rédemption et à l'épanouissement à long terme. On peut avoir des technologies qui aident le corps, mais endommagent l'esprit. Et celle-ci est une perspective que seules les traditions religieuses peuvent apporter au débat mondial sur l'IA. C'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes de la religion, de la théologie, de la spiritualité dans ce débat. Un autre aspect de notre interaction avec l'IA, qui est au cœur de la question de l'autonomie humaine, concerne toutes les manières dont nous sommes trompés et manipulés. La déception se produit lorsqu'il n'est pas évident que nous interagissons avec un algorithme d'IA. C'est parfois le cas de chatbots et de trolls de Twitter se faisant passer pour des humains. Une forme plus insidieuse se produit lorsque des algorithmes définissent subtilement notre espace de choix et nous poussent dans un sens ou dans l'autre, tout en cachant simultanément leur activité et en nous faisant croire que c'est nous qui sommes au volant. La manipulation est encore plus évidente lorsqu'il s'agit de profilage et d'hyper-ciblage. Comme le montre très graphiquement le documentaire The Social Dilemma, la dilemme sociale sur Netflix, les entreprises technologiques créent des profils virtuels de chaque utilisateur et les affinent en permanence en fonction de chaque action que nous effectuons en ligne. Avec suffisamment de points de données, ces algorithmes peuvent atteindre un niveau où, selon l'historien Yuval Harari, ils nous connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Si elles sont utilisées correctement et partagées avec l'utilisateur, des nouvelles informations nous concernant peuvent augmenter notre connaissance de soi, comme lorsque les téléphones nous donnent des rapports hebdomadaires sur le temps d'écran, que je trouve très utile, ou lorsque les montres intelligentes détectent les premiers signes de maladie sur la base de suivi de notre fréquence cardiaque. Collectivement, nos algorithmes peuvent révéler des biais inhérents et des angles morts dans les données utilisées pour les former.
L'IA peut ainsi agir comme un miroir dans lequel nous voyons tel que nous sommes réellement, sans trop de place pour l'auto-illusion. Mais lorsque de telles informations sont cachées à l'utilisateur et sont retournées contre lui en étant utilisées pour déclencher des comportements spécifiques, il n'est pas exagéré d'appeler cela une atteinte à l'autonomie et à la liberté humaine. Et c'est la vertu que de tels algorithmes cherchent à cultiver en nous, ou plutôt son contraire. Dans les traditions chrétiennes, nous avons un étrange correspondant pour ces intelligences manipulatrices, à savoir les démons, qui collectent sans cesse des informations sur nous et essaient ensuite de les utiliser en nous tenant avec les bons pensées et tentations personnalisées. Sans trop insister sur la ressemblance remarquable entre les algorithmes de médias sociaux propulsés par l'IA et l'image traditionnelle de l'intelligence démoniaque, nous pouvons simplement noter que cette comparaison donne des indications claires sur ce à quoi l'IA ne devra pas ressembler. Que ce soit intentionnellement ou non, avec le temps, notre interaction avec ces algorithmes nous transforme de manière significative. Et c'est quelque chose auquel nous devons prêter une attention particulière. D'un point de vue chrétien, les critères les plus pertinents sont les types d'habitudes qui sont encouragées en nous et à quel point nous nous rapprochons ou plus loin de la vertu et de l'épanouissement qui en résulte. Une façon dont la technologie peut promouvoir un engagement égocentrique avec le monde est s'il y a rendre les choses trop pratiques et adaptées à nos besoins individuels, nous entraînant ainsi à penser que la réalité n'existe que pour donner ce que nous voulons. Au lieu d'habiter une réalité partagée, où les obstacles inhérents et un certain niveau d'adversité sont cruciaux pour grandir tant que personne humaine, nous pourrions finir par vivre dans des mondes sur mesure, où tout est rendu extrêmement facile pour nous, mais où il y a peu de possibilités de croissance et épanouissement à long terme. Voir le monde uniquement à travers le prisme de ses désirs est une façon appauvrie de vivre sa vie. C'est précisément pourquoi l'orgueil est considéré comme si préjudiciable pour soi-même dans une vision chrétienne du monde. Ce genre de scénario devient dystopique si nous imaginons les algorithmes anticipant les désirs humains et y répondant avant même qu'ils ne surviennent. L'humain grandit et devient elle-même justement en apprenant à gérer ses désirs et à faire face à l'adversité. Si tout ce processus est court-circuité, l'humain risque d'être infantilisé et réduit à des simples consommateurs nourris par les algorithmes. De plus, les types de désirs que l'IA peut stimuler et satisfaire ne sont sans doute pas ceux qui nous sont finalement les plus importants pour nous. Nos questions existentielles profondes et le soi-disant trou en forme de Dieu dans notre cœur sont quelque chose contre lequel l'IA ne peut pas faire grand-chose, sans nous en distraire temporairement. Enfin, notre perception de soi est une chose à laquelle nous devons faire attention lorsque nous analysons l'impact potentiel de l'IA. Individuellement, les algorithmes des médias sociaux alimentés par l'IA affectent déjà notoirement notre image de soi, en lui insufflant une hyperconscience de la façon dont nous sommes perçus et appréciés ou jugés par les autres. Vouloir être populaire nous est naturel, une propension enracinée profondément dans l'histoire évolutive de notre espèce sociale des primates. Mais pouvoir surveiller cela en permanence avec des chiffres précis tels que le nombre de likes et de followers poursuivants est ce qui est complètement nouveau, avec des effets potentiellement dévastateurs pour notre bien-être mental. Au lieu de vivre authentiquement,
nous commençons à jouer pour les autres en mesurant nos actions en termes de likes et d'engagement sur les réseaux sociaux. De plus, le fait que nos interactions avec nos amis et avec le monde sont toujours modérées par les réseaux sociaux et les algorithmes de flux d'actualité peut avoir des effets dont nous ne sommes pas même conscients pour le moment. Pensez à l'exemple suivant. Votre flux Facebook ou Twitter est un étrange mélange de mises à jour personnelles de vos amis et de votre famille, des images amusantes, des nouvelles sombres sur la politique mondiale et l'économie. C'est une mix très, très bizarre. Je pense que ce mélange change en soi notre perception de la réalité. Si je vois des nouvelles sur les atrocités en Ukraine entre deux images de chats amusantes, ma réponse d'empathie ne sera pas la même. D'une certaine manière, même les tragédies les plus horribles du monde sont devenues une autre forme de divertissement pour mon esprit, quelque chose de nouveau qui me sortirait de mon ennui et me donnerait un boost temporaire de dopamine. Je ne peux pas me concentrer pleinement sur ma conversation avec l'ami qui pleure son père récemment décédé parce qu'en même temps, je suis en train de texter avec une autre amie qui m'envoie des vidéos drôles. Le monde devient un écran gigantique qui existe pour m'offrir de la nouveauté et du divertissement. Et je suis au centre, le protagoniste pour qui tout se déroule. À long terme, cela nous rend sans doute plus égoïstes et moins sensibles à la souffrance des autres. Et c'est quelque chose auquel nous devrions prêter une attention particulière si nous voulons rester pleinement humains à l'ère de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Alors, si, il faut parler dans le micro. Ah oui. Du coup, vous baissez quand je parle, c'est ça? Super. Ouais, alors, mais un immense merci, Marius. Je pense que tu m'entends là sur le. C'était extrêmement apprécié. Peut-être maintenant, ce serait intéressant d'avoir un temps d'échange. Alors, il faudra qu'on se fasse passer ce petit micro. Donc, c'est un peu techniquement contraignant, mais je pense que ça peut être pas mal d'avoir un peu vos réactions, vos questions, etc., de façon à ce qu'on puisse échanger avec Marius. La première est toujours la plus difficile à poser, donc on va demander à un dominicain. Oui, mais ça, on est un peu en rate de jésuites en ce moment. Mais avec des dominicains, j'ai plusieurs exemples sous les yeux. Donc, moi peut-être je commencerai juste par une question. Tu disais à un moment, et je pense que théologiquement, c'est très vrai, qu'on a ce désir de liberté, d'être en charge de notre propre vie, etc. Je pense qu'effectivement, théologiquement, c'est vrai. En même temps, quand on travaille avec des acteurs ou des scientifiques dans les neurosciences, ils nous disent bien qu'en fait, en même temps, on veut la liberté, mais qu'on est prêt à tout pour ne pas trop avoir la responsabilité qui va avec, et que très souvent, les gens sont quand même assez contents que les décisions soient directement prises pour eux. Et notamment toutes les petites décisions. Pourquoi est-ce qu'on est content que l'IA gère plein de choses? Parce que finalement, si on devait choisir le prochain disque qu'on met, si on devait choisir plein de choses, ça nous occuperait un petit peu l'esprit. Donc, comment est-ce qu'on articule ces deux choses, cette aspiration profonde à la liberté et en même temps cette volonté de se laisser quand même un peu porter, peut-être un peu infantilisante. Et voilà, donc ça c'est peut-être une première question. Et puis, comment est-ce que de fait, oui, le théologien répond à ça, on va dire. Oui, merci pour la question. C'est vraiment une question très importante et difficile parce qu'on n'a pas de bonnes réponses à cette question. Je préfère de voir les choses dans ces dichotomies de court terme et long terme.
Et c'est vrai que beaucoup de choses, nous faisons beaucoup de choix très mauvaises pour nous au court terme parce que ça se sent bien. Je mange un chocolat maintenant parce que c'est bon, mais je sais qu'au long terme, ça n'est pas bien bon pour moi. Mais parfois, je fais cette décision qui est un peu irrationnelle. Et je crois que c'est la même chose avec cette jeu entre la liberté et l'autonomie, la liberté et l'autonomie sur une part et le confort sur l'autre. C'est vrai que c'est confortable parfois de laisser l'IA prendre des décisions. Nous savons que nous avons une énergie mentale limitée. On n'a pas une réserve infinite de euh, pouvoir de choisir. Donc, quelques décisions, on peut automatiser et ça peut être sans danger. Mais si on fait ça avec tout, au long terme, euh, c'est quelque chose que nous sentons que c'est pas notre destin, c'est pas notre mission. Et ça, je crois que aussi dans l'étude de heureusement, je crois, happiness, les chercheurs font cette distinction entre l'heureusement authentique qui est sur toute la vie, c'est une satisfaction avec mes décisions et avec qui je suis. Et c'est aussi une heureusement temporaire qui vient de plaisir et un peu plus hédoniste. Donc, je crois que c'est précisément ça qu'un entraînement spirituel peut améliorer si on prend beaucoup, si on essaye de prendre plus souvent la perspective longue et s'abstenir oui, sur le moment. C'est ça, je crois, aussi euh, la guerre spirituelle pour la personne religieuse tout le temps. C'est vrai qu'on a d'un côté il y a une espèce de tension parce que on peut dire d'un côté, par exemple, Steve Jobs s'habillait toujours pareil, l'ancien patron d'Apple, le fondateur d'Apple, parce que comme ça, il disait, j'ai pas à choisir tous les matins la façon dont je m'habille et en évitant tous ces petits choix, ces petites distractions, je peux me concentrer sur les vrais choix stratégiques de ma vie. Mais en même temps, c'est vrai aussi qu'en habituant, par exemple, des enfants à prendre des petites décisions, peut-être qu'on les habituera un jour à prendre les grandes décisions de leur vie en ayant juste appris à choisir entre deux jouets, deux alternatives ou des choses simples. Donc c'est vrai qu'il y a cette espèce de tension entre les deux et qu'il faut naviguer là à ce niveau. Est-ce que de votre côté, vous avez des questions? Ménéhould, je te passe le micro. Merci Marius pour toutes ces explications. On entend donc beaucoup de dérives possibles qui peuvent affaiblir d'une certaine manière l'être humain. Quels seraient les encadrements et qui devrait les prendre? Est-ce que ce sont les politiques? Est-ce que c'est l'éducation, les parents, l'école? Donc, je n'ai pas compris la première partie de question. Donc, l'encadrement pour ces décisions, c'est pour les enfants? Pas forcément uniquement pour les enfants, mais dans une société de manière générale, on est face à donc des dérives possibles Oui. des technologies sur nos choix, sur beaucoup de choses, même si on a vu aussi les aspects positifs. Comment mettre des limites en fait face à ces dérives? Est-ce que ce sont des choix politiques? Est-ce que c'est un système éducationnel, enfin, d'éducation qui doit être revu? Est-ce que ça repose sur les parents uniquement, sachant que tout le monde n'a pas aujourd'hui les outils pour comprendre les enjeux derrière toutes ces technologies? Oui, c'est vraiment la question la plus importante, je crois. Et je crois que finalement, c'est la politique, si on voit la politique, pas les politiciens, mais la politique est une chose que tous les citoyens font partie. Mais pour avoir ça, on a besoin d'éducation. Donc, c'est une chaîne très, très compliquée. Mais ce qui est sûr est que la situation d'aujourd'hui n'est pas idéal ou
une minorité de gens, très très peu de gens, ont un pouvoir extraordinaire. Et ils sont tous des hommes, ils sont tous blancs, ils sont tous des ingénieurs. Donc, c'est une minorité c'est vraiment l'antithèse de diversité là dans ces cercles. Et frère Eric connaît la situation mieux. Et c'est pas bon c'est pas comme ça que ces grandes décisions qui affectent toute l'humanité doivent être prises. Donc, idéalement, nous serons tous impliqués, mais pour faire ça, c'est vrai qu'on a besoin d'éducation et on a besoin je crois que maintenant, nous sommes dans l'étape où on essaie avec des événements comme ceci, avec tout ce que Optique fait, nous sommes dans l'étape où nous essayons de oui, mon français ne m'aide pas, en anglais, c'est raising awareness. C'est juste de faire le monde conscient qu'il existe un problème ici, que c'est un problème urgent et qu'on doit élargir le débat, pas juste entre des technologiens, mais aussi avec des autres penseurs et des autres acteurs qui viennent d'un autre contexte et qui peuvent penser dans des autres catégories philosophiques, religieuses, spirituelles, éthiques et tout ça. C'est ça en début d'une solution, mais c'est pas la solution finale. Merci beaucoup. Alors Michel, vas-y, ça laissera à chacun le temps de formuler sa question. Alors oui, c'est une question en même temps, c'est un peu tout d'un coup, en vous écoutant, et merci encore pour votre exposé. Si je ne fais pas erreur, je crois que dans le domaine de l'étude du cerveau, on essaie le plus possible de montrer que nous n'utilisons qu'une très faible partie de nos capacités. Je pense que nous le savons. Et je le dis d'une manière un peu raccourcie, mais est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied, à moins qu'il y ait des recherches qui valorisent et qui vont le plus loin possible pour augmenter d'une manière différente que le fait l'intelligence artificielle, nos propres capacités à explorer le monde autour de nous et à en dégager en fait des réponses ou des solutions, mais qui viendraient d'une relation directe entre moi, mon cerveau et mon environnement, et non pas prendre un média ou un relais de type algorithmique qui me permet aujourd'hui, je le dis un peu par provocation, qui m'enlève en fait cette capacité à rechercher par mes propres moyens une réponse et une solution à une problématique parfois très lourde, mais qui en fait grandit l'homme quand on est en train de se mettre à plusieurs, et parlons d'intelligence collective pour dire les choses simplement. Je donne juste un exemple qui me touche un peu personnellement. Je suis perdu actuellement si je n'ai pas mon GPS en voiture. Et je me rends compte de plus en plus que je suis incapable, maintenant, sans avoir un GPS, de faire jouer positivement ma capacité d'observation pour me repérer en dehors de cet appareil qui va me guider, parfois avec erreur, mais très peu quand même, et me satisfaire et me rendre paresseux. Donc, si j'avais à conclure, je dirais l'intelligence artificielle augmente la paresse de notre intelligence propre et pourrait peut-être ralentir les recherches qui sont quand même fondamentales, de nous aider à développer davantage, physiologiquement parlant, notre pensée. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe étonnant
ou un déplacement du curseur des chercheurs. Et là, peut-être vous êtes mieux placé, certainement, en tout cas que moi, ou alors me dire, mais non, il y a des recherches aussi qui vont dans le sens que vous évoquez. Voilà. Oui, merci pour le commentaire. Et je suis totalement d'accord. Nous parlons la même langue ici parce que oui, c'est vrai que on peut avoir le danger de l'atrophie de quelques capacités humaines. Et ça, c'est pas surprenant. Dans le monde biologique, ça existe quand une partie du corps ne sert à rien. Elle est perdue au temps de l'évolution. On a beaucoup des exemples comme ça. Donc, c'est pas toujours une évolution euh, positive. L'être humain peut aussi perdre des capacités et si on a par l'exercice pour quelques générations. Donc, c'est aussi un danger que. Mais bon, d'autres fois, on y avait exactement les mêmes discussions quand on a inventé l'écrit, parce que les gens pensaient que la mémoire, oui, sera atrophiée. Et maintenant, il y a quelques dizaines d'années, peut-être, on a eu la discussion que si on écrit justement sur l'ordinateur, on perd la capacité de écrire manuel. Mais est-ce que c'est une capacité importante pour nous ou pas? Donc, on doit aussi faire de faire une distinction entre des capacités qui sont effectivement importants, comme la capacité d'orientation que vous avez mentionnée, et des autres capacités qu'on peut automatiser sans beaucoup de danger, comme la capacité de choisir entre deux chemises le matin, comme Steve Jobs, comme le frère Eric a dit. Merci beaucoup. Oui. Ah, une autre question. Merci. Alors, ce n'est pas vraiment une question, surtout une réaction. Et avant toute chose, je tiens à féliciter, ou du moins à adresser mes félicitations à Marius pour votre brillante présentation, très informative. Et je suis absolument d'accord qu'à l'ère du numérique, à l'ère de l'algorithmique, ce qui doit définir l'humain, c'est avant tout sa relationnalité, sa réciprocité avec l'autre. Et cela s'exprime efficacement dans une philosophie africaine appelée l'Ubuntu, qui se traduit par « je suis parce que tu es et je suis parce que nous sommes ». Donc forcément, c'est la réciprocité entre les êtres humains qui définissent notre humanité. Et en rapport à tous ces systèmes algorithmiques, je vais davantage appuyer l'importance de cette relationnalité dans une perspective historique. On constate de nos jours que la notion d'autorité est aujourd'hui détenue par les algorithmes qui s'universalisent dans tous les domaines de notre vie et qui progressivement acquièrent un nouveau pouvoir et une nouvelle forme d'autorité au sens d'Hannah Arendt, c'est-à-dire cette capacité à gouverner sans pression, sans persuasion, mais de manière naturelle, de manière suggestive. Or, quand on explore l'histoire de cette autorité, on constate qu'il y a toujours eu un lien indissociable entre autorité et rationalité. Ceci dès le lendemain de la modernité. Autrefois, l'autorité, avant la modernité, était détenue par les figures religieuses. Et une fois que la modernité s'est prononcée dans notre histoire de l'humanité, cette autorité a migré des figures religieuses vers l'humain avec comme justification la capacité qu'a cet humain de penser. Donc, c'est en raison de sa rationalité, de son sujet, ou du moins de son statut de sujet pensant, qu'il détient l'autorité. Et dans ce contexte, c'était le politique qui avait l'autorité de réguler de manière collective la gouvernance de l'être humain ou la gouvernance de la société humaine. Mais avec l'évolution du temps, on a aussi constaté que cette autorité a basculé du politique vers l'économique ou l'économie, justement parce que l'économie, mieux que le politique, détenait une rationalité davantage algébrique, davantage fondée sur des calculs.
Et dans cette considération, l'économie aussi a connu son pouvoir, ou du moins son devenir divin, ce que le journaliste Stéphane Foucault a appelé l'agorastéisme, c'est-à-dire le dieu, la divinité du marché. Et de nos jours, on constate que l'algorithme aussi est en train de surplomber l'économie, justement parce que l'algorithmique, mieux que l'économique, propose une rationalité instrumentale davantage aboutie. Et suivant le principe de la rationalité qui justifie l'autorité, forcément l'humain a délégué aussi l'autorité au sein des algorithmes. D'où l'importance donc de répondre à cette rationalité-là par une certaine relationnalité, une relationnalité qui se fonde sur la vulnérabilité des êtres humains, des sujets humains. Et toujours dans cette considération, pour répondre un peu à la question de la dame dont le prénom m'échappe, j'ai tendance à ne plus trop faire confiance aux politiques dans la régulation de cette nouvelle forme de gouvernance qu'incarnent les algorithmes. Et j'aurais aussi tendance à avoir votre point de vue qui soutient que la nouvelle régulation doit se fonder sur l'éducation ou plus globalement sur le culturel, car bien sûr, c'est à partir de la culture qu'on doit définir une forme de relationnalité déjà entre les êtres humains, prioriser cette relationnalité-là, et pourquoi pas pencher aussi à une relationnalité entre les êtres humains et les algorithmes. Là, j'ai été assez long, mais merci encore pour votre brillante participation. Oui, merci pour le commentaire. Vous avez raison, et c'est pour ça que j'ai précisé que quand je dis politique, ce n'est pas dans le sens de politicien, c'est plutôt dans le sens de grec ancien, de politique, qui est l'affaire de tout le monde, de tous les citoyens. Donc, mais oui, c'est la parallèle, l'histoire que vous avez évoquée, c'est très, très au point. Merci. Merci beaucoup. Une question, mon cher frère. Oui, merci bien sûr pour tout ce qui a été dit. Me venait à l'esprit ce que j'entendais il y a quelques années concernant les comités d'éthique, l'éthique procédurale, où finalement les représentants des citoyens, des hommes et des femmes de ce monde, voilà, permettaient d'exprimer, de donner une directive à la morale pour les années qui viennent. Et d'une certaine façon, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle que nous avons pratiquement tous dans la poche avec un smartphone et qui a peut-être tendance à être cet appendice de nous-mêmes qui nous expose à une espèce de super pouvoir qui nous échappe, collecterait nos comportements, nos désirs, nous représenterait finalement, malgré nous, à notre corps défendant peut-être, de façon plus efficace, mais décréterait, façonnerait une sorte de culture et d'orientation éthique, morale, qui s'imposerait en retour sur chacun de nous. Et la question qui se pose, c'est quand même comment en effet réguler cela, comment donner une forme de sagesse, voire ne pas annuler la culture d'un groupe humain qui serait dans un lieu, dans une histoire. Dans le fond, comment faire de cet appendice que j'ai dans la poche, qui est le smartphone, quelque chose qui est un instrument à mon service et non pas quelque chose qui m'instrumentalise au service d'une superculture qui m'échappe, que d'autres ont appelé Big Brother, etc. Mais c'est vrai que la régulation et la sagesse, finalement, qui normalement est confiée aux instances religieuses ou à quelque chose qui nous dépasse. Finalement, c'est un peu l'écueil ultime d'un démocratisme qui serait tout horizontal et qui nous autosuffirait, nous rendrait autonomes par rapport à celui qui nous a fait, à son image et ressemblance. C'est plus qu'une question. Je ne sais pas si je dois répondre ou pas. Parce que oui. Si, tu dois répondre. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Et il y a beaucoup de formes de la résistance, je crois, une résistance personnelle. On peut faire mais ça peut être futile, enfin. Mais je crois qu'il existe des choses que le politique peut faire pour améliorer ça très vite.
Et je donne l'exemple d'une loi plus ferme de la numérique et de la possession de dates, et qui est, je crois qu'ici en Europe, nous sommes un peu plus proches de ça qu'aux États-Unis, parce que sur le moment, les grandes compagnies comme Facebook, comme Google, ils ont un avantage compétitif extraordinaire, et c'est pas, je crois que dans quelques dizaines d'années, quand on regarde euh, cet âge que nous traversons nous, maintenant, ce serait un peu absurde qu'on a donné nos dates gratuitement à ces compagnies pour améliorer leur algorithme, pour faciliter le hyperciblage, le profilage et tout ça. Donc, peut-être qu'une solution temporaire est de au moins donner le droit de propriété sur ces données à l'utilisateur. Et en commençant par ça, peut-être que ça change un peu l'équilibre de pouvoir entre utilisateurs et les propriétaires des algorithmes qui essayent de manipuler et de changer notre culture finalement. Merci beaucoup. Y a-t-il encore des questions? Monsieur. Des messieurs. Mais posez-la quand même Allez. dans le micro, comme ça, Oui, j'ai une question à frère Eric. J'ai compris que vous allez faire une présentation à Rome sur ce sujet. Mais est-ce que ces présentations que vous faites aujourd'hui ici, vous faites ça autour de la Suisse, en France, parce que après, vous allez faire quelque chose à Rome pour faire mieux? Alors, non, pas mieux. Le truc, c'est qu'effectivement, on ne peut pas se permettre, pour des raisons de temps. Enfin, moi, j'embaucherais bien Marius à temps plein pour faire une tournée européenne où on pourrait partir tous les deux ou avec Ménéhould et faire la tournée comme ça de tous les couvents, etc. Et je pense que ce serait une très belle aventure humaine. Simplement, il a quand même une femme et 2 enfants en très bas âge. Et ça, ce serait vraiment pas sympa pour elle si je capturais son mari. Et donc, effectivement, on ne peut pas se permettre. Et donc, effectivement, on fait là, on aura fait à Paris et à Genève, mais de façon complètement exceptionnelle, parce que ce sont des couvents qu'on aime bien et avec lesquels on a envie voilà, de pouvoir partager des choses. Après, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, c'est une présentation au Saint-Siège, on fera une publication. Et ensuite, eux se chargeront et nous chargerons de distribuer cette publication. Voilà, ce sera un livre. Et parce qu'on n'a malheureusement pas le temps ni les capacités de faire une tournée plus large. Mais surtout la Suisse, moi j'aimerais beaucoup faire la tournée, ça me plairait beaucoup. Mais bon, voilà, chaque fois que je suis allé quelque part, j'ai aimé. Donc forcément, j'aimerais découvrir plus, mais voilà. Mais donc voilà, pour répondre à votre question, monsieur, voilà, pas de repentir, allez-y, osez. Voilà, il n'y a pas de frustration. Une petite question, parce qu'on voit... Okay. Vous m'entendez? Je peux Oui. juste ajouter qu'aujourd'hui, c'est facile de distribuer enregistrement vidéo sur YouTube, et après, on peut partager ça avec beaucoup de monde sans devoir être présent dans chaque place. Oui. Je voulais rebondir sur notre rapport avec le numérique qui a l'air aujourd'hui inquiétant. On parle de restriction de liberté. Mais est-ce que finalement, à chaque époque, il n'y a pas eu un phénomène de ce même type qui nous a amené à peut-être restreindre nos libertés? Peut-être qu'à une époque moyenâgeuse, le Seigneur avait tout droit, et c'était effectivement, je rebondis sur l'autorité. Et donc, c'était finalement, on était plutôt occupé déjà à se nourrir et peut-être à échapper aux foudres du Seigneur et on s'entend bien, du Seigneur des lieux et du Seigneur terrien, à échapper à ça et essayer de trouver son propre chemin de liberté. Et aujourd'hui, on est face au numérique. Certes, il y a beaucoup de choses à faire. On parle d'acculturation.
D'ailleurs, cette acculturation est peut-être déjà dans toutes les civilisations un phénomène pas très nouveau, je pense. Est-ce que finalement, aujourd'hui, pour notre génération, ça ne s'appelle pas le numérique et à nous de faire notre chemin et à trouver notre voie dedans? Oui, c'est une question très bonne. Et c'est vrai, il est vrai que même quand l'électricité est inventée, on y avait des voix qui chantaient la fin de l'humanité, mais l'électricité était cette merveille qui nous utilisons maintenant, même pour cette conversation. Je crois que l'intelligence artificielle est une chose très différente parce que ça intervient dans la formation de l'être humain. Si on observe comment les enfants et les jeunes interagissent avec cette nouvelle réalité, ça c'est un peu, oui, c'est un peu concernant parce que euh, bon, je ne crois que ce sera la fin de l'humanité, mais on se transforme dans une chose que je ne suis pas sûr que nous voulons transformer dans cette chose. Et le problème ici est que nous sommes équipés du point de vue biologique avec des algorithmes très anciens qui sont formés dans les savans de l'Afrique il y a quelques dizaines de mille d'années. Donc, nous n'avons pas l'arsenal des outils pour résister à des tentations qui sont trop bonnes pour nous. C'était le biologiste E.O. Wilson qui a dit que nous avons j'essaie de traduire en français. Notre tragédie est que nous avons des instincts anciens, des institutions médiévales et des pouvoirs divins, une chose comme ça. Donc, c'est ce conflit que nous devons gérer et c'est une tension très difficile à gérer. Je crois, j'avais la même impression au début que l'intelligence artificielle, c'est juste un nouvel défi, que c'est le défi de mon génération, mais j'étais pas. Et comme vous voyez, je ne suis pas du tout un pessimiste. J'ai relevé beaucoup de choses bonnes qui viennent avec l'intelligence artificielle. Mais je crois aussi que il y a ici un enjeu qui sans précédent. Et c'est pour ça que, oui, mon français est limité ici, mais j'espère que vous entendez ce que je fais allusion. Tout à fait. Merci beaucoup de nous partager cette vision très, très, très mesurée. Et comme tu disais, effectivement, si c'est une transformation, elle peut s'apparenter plutôt à une révolution cognitive comme celle de l'invention de l'écriture. Et c'est vrai qu'il faut se souvenir que Socrate était contre, lui qui était quand même pas spécialement stupide. Mais en même temps, je me souviens avoir discuté de ça avec Michel Serres, le philosophe, peu de temps avant sa mort. Et puis lui il était extrêmement technophile. Et à un moment, il me dit, oui, mais Socrate était contre. Et puis avec un petit sourire, il me dit, mais finalement, l'écriture, ça nous a bien servi, hein. Et c'est vrai que, voilà, c'est ce que disait Marius, ce qu'on perd d'un côté parfois, effectivement, et c'est vrai que les civilisations de l'oralité, il y a une mémoire qui est largement supérieure à la nôtre. Ben, tout le temps qu'on n'a pas passé à essayer de mémoriser des choses, on a pu le passer à essayer de comprendre, explorer, découvrir, et probablement ça a généré notre science actuelle. Moi, juste peut-être pour terminer, je prendrai juste un petit exemple, mais je pense que Marius, tu connais bien. Vous avez peut-être entendu parler d'une intelligence artificielle qui s'appelle DALL-E. Comme le peintre, mais comme Wall-E, peut-être vous avez vu ce film d'animation avec un espèce de petit robot. Et en fait, DALL-E, c'est une intelligence artificielle sur la base d'un texte qu'on lui donne qui crée un dessin, une photo, etc. Donc, je dis, je veux une photo je sais pas, 2 verres de cocktail sur une table basse, et ça va faire une photo, mais comme si elle avait été prise en vrai, complètement créée par la machine, où je dis, j'ai envie d'avoir une affiche de film montrant, je ne sais pas quoi, Michel discutant avec l'ours Paddington, et hop, on va voir ça, mais en une demi-seconde, et de façon extrêmement professionnelle et tout. Et c'est vrai que ça vient un peu challenger à la fois le métier de graphiste, on peut dire, mais finalement, on ne va plus en avoir besoin. Ça
vient challenger un peu notre conception de la créativité et de l'art, parce qu'on disait finalement, la machine, elle fait que répéter, mais nous, l'humain, on est capable de créer. Là, la machine, elle crée. Donc finalement, ça nous bouscule quand même pas mal. Et en même temps, je discutais de ça avec des spécialistes d'histoire de l'art et qui disaient, mais finalement, c'est un peu comme au temps de l'appareil photo, l'apparition de la photo. Avant, si on voulait un portrait, il fallait demander à un portraitiste de vous peindre le portrait. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que finalement, la machine, en l'occurrence l'appareil photo, faisait ça bien mieux que le portraitiste, au sens où plus détaillé, c'est-à-dire c'est beaucoup plus photoréaliste. C'est-à-dire si vous voulez un portrait de vos enfants, une bonne photo, c'est… Et du coup, le problème, c'est que ça a un peu bousculé la peinture et ça a obligé probablement la peinture à explorer d'autres champs. Et à mon avis, l'abstraction, les différents mouvements qu'on a vu apparaître tout au long du 19e et du 20e siècle sont un peu liés à ça. C'est-à-dire qu'en fait, la peinture a été poussée en dehors de son confort. C'est-à-dire, elle était censée représenter la réalité, puis là, il y avait une autre façon de représenter la réalité, et elle a dû représenter d'autres réalités. Finalement, est-ce que, quelque part, l'histoire de l'art ne s'est pas enrichie de l'arrivée de la photo, qui elle-même est devenue un art, mais qui a aussi poussé la peinture à faire autre chose, à découvrir autre chose. Et peut-être que c'est l'intelligence artificielle, quand elle fait des choses que nous, on sait faire, qu'on a l'impression qu'elle les fait mieux, peut-être qu'elle nous pousse aussi un peu en dehors de notre zone de confort et qu'elle nous pousse à explorer d'autres ressources qui sont les nôtres. Donc, effectivement, comme tu disais, Michel, on perd des choses, mais peut-être qu'on va gagner des choses dont on n'a pas encore conscience. Et voilà. Voilà, c'était juste pour terminer sur une note d'espoir qui était en accord, je pense, aussi avec la tienne, puisque je sais que tu es technophile comme moi. Mais voilà. Donc, merci beaucoup à tous pour… et puis voilà, je rends le micro à Michel, c'est lui le boss. Non, surtout pas. Merci alors, effectivement, Marius, je m'autorise à vous parler directement comme cela. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Je voulais aussi remercier ceux, quand même, grâce auxquels on a réussi à faire cette hyper expérience technologique. Frédéric, qui est caché ici derrière, et vous savez, il y a eu beaucoup de choses au préalable pour aller chercher les matériaux nécessaires et les fils et les connexions. Ménéhould également, qui est venu un peu plus tôt. Antonio, qui est en train de préparer ce petit moment. On regrette beaucoup de ne pas vous donner l'envie charnelle d'être présent avec nous pour pouvoir boire et participer à notre petit moment convivial maintenant. Voilà. Donc, je crois que si on répétait cette expérience au mois de mai, au mois de juin, vous seriez d'accord, avec grand plaisir, et on est peut-être là sur un trajet où l'intelligence artificielle n'aura pas le premier mot. Merci.